Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Pour ce premier épisode de Leader en transition, les producteurs de l'émission se lancent. Chaos Movies et La Prod sont deux sociétés de production qui partagent des locaux à Lausanne, sur le site de Beaulieu et de la télé Vaud-Fribourg. La Prod, partenaire historique de la télé, ce sont des productions phares de la chaîne, comme les 20 km de Lausanne, La Patrouille des Glaciers, Le Prix Perle et depuis peu la production des émissions de National League de hockey. Elle s'appuie aujourd'hui sur une équipe de 5 personnes, avec à la production son co-directeur Vincent Aubert. Vincent est accompagné pour cette émission par Laurent Bercier, réalisateur de Chaos Movies, qui depuis plus de 10 ans a mis l'écologie et la durabilité au centre de ses productions pour aider les institutions et les entreprises à communiquer sur leur impact positif. Aujourd'hui, les deux sociétés désirent faire un pas de plus vers la durabilité. Mais par où commencer ? Pour les aider à s'orienter, Vincent et Laurent vont rencontrer Louisa Helms, fondatrice d'Enovia. Après plusieurs expériences dans l'énergie, puis membre de la direction du groupe Holdigaz, Louisa a fondé Enovia en 2023. La société accompagne différents acteurs, entreprises et industriels, dans l'optimisation de leurs coûts et dans leur choix de production d'énergie, dans la définition et la mise en place de leur stratégie de durabilité, ainsi que dans l'adaptation au changement climatique et l'atteinte de leur neutralité carbone. Elle compte aujourd'hui 3 collaboratrices et 1 collaborateur et des clients dans toute la Suisse romande. Bonjour Louisa. Bonjour. Salut. Bienvenue. Merci. Salut-vous. Merci Louisa de nous accueillir dans les bureaux d'Enovia. Avec plaisir. Donc nous, notre question avec cette première émission de Leader en transition, c'est par où on commence ? Excellente question. Donc aujourd'hui, on parle de durabilité. Peut-être première question, enfin déjà peut-être définir ce qu'est la durabilité. Donc en gros, moi ici, vous avez la définition exacte, mais en gros aujourd'hui, on parle surtout d'ESG, puisqu'aujourd'hui, en termes de régulation européenne, il y a des règlements qui sont en place. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'ESG pour parler de durabilité. Donc ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Donc on a ces 3 volets. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place en premier dans ces 3 volets ? Dans ces 3 volets, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ? Ça dépend des entreprises. Alors donc en tant qu'entreprise, pour mettre des choses en place en termes de durabilité et d'ESG, on va d'abord regarder ce qu'il y a déjà en place, parce qu'il y a souvent déjà pas seulement de choses qui sont faites, que ce soit au niveau du personnel, au niveau de la gouvernance. Là où il y a peut-être des choses à compléter, c'est souvent dans la partie environnementale, notamment avec tout ce qui est émissions de CO2, qui est aussi un sujet clé dans le domaine de la durabilité. Donc déjà regarder, faire un peu un état des lieux de ce qui est déjà mis en place dans l'entreprise. Et puis ensuite, voir ce qui manque, voir aussi les objectifs de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle souhaite en fait mettre en œuvre en termes de durabilité. Et puis donc faire une sorte d'audit, et puis ensuite lister les objectifs à mettre en place. Et puis voilà. Après, il y a différentes choses qu'on peut faire, hein. On peut parler de bilan GES et feuille de décarbonation pour la partie énergie et surtout aussi pour la partie intrant, donc tout ce qui est acheté par l'entreprise. On peut aussi parler de décarbonation ensuite pour essayer justement de trouver des solutions pour ne plus utiliser de fossiles et plus émettre de gaz à effet de serre. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est ESG au sens plus large, où là, il y a ce qu'on appelle la matrice de double matérialité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Non. Non. Bon, dommage. Donc ça fait vraiment partie, on va dire, de la base, peut-être pour l'ESG. En fait, on va essayer de déterminer les points importants pour l'entreprise en termes d'impact qu'elle a elle-même sur l'environnement, et puis aussi des impacts financiers. Et puis en fonction de ces sujets, on va voir où est-ce qu'ils en sont, on va voir quels sujets sont les plus importants. Et puis en fonction de ça, on va justement essayer de fixer des objectifs. Le sujet pertinent qui revient très souvent, justement, c'est l'impact climatique avec les émissions de CO2, mais on parle aussi du bien-être social des collaborateurs, ça peut être les transports, ça peut être différents éléments. Donc voilà, pour l'ESG, on passe plutôt vraiment par cette étape de double matérialité pour essayer de définir les objectifs futurs. Est-ce qu'aujourd'hui ou à court terme, il y a des choses qui vont être obligatoires à implanter dans les entreprises ?
Alors en Suisse, je dirais oui et non. Disons qu'on a des législations qui existent. On a la loi sur le CO2, la loi sur le climat et l'innovation, mais en termes d'ESG purement et simplement, on a un article de loi qui est dans le Code des obligations qui mentionne que les toutes grandes entreprises avec plus de 500 employés et qui sont cotées en bourse en l'occurrence doivent en fait publier un reporting de durabilité. À côté de leur reporting habituel financier, elles doivent aussi émettre un rapport de durabilité. Puis justement, cet article de loi découle de la législation européenne qui sont en fait déjà plus avancées, si on peut dire, que la Suisse. Ok, donc à notre échelle aujourd'hui, c'est plus la proactivité de notre part qui va faire la différence. Oui. Ouais. Après, il y a la loi sur le CO2, donc on va dire que les consommateurs, les gros consommateurs de CO2 ont intérêt à décarboner aussi leurs émissions puisqu'elles payent des taxes. Et puis si elles veulent être remboursées de la taxe aussi, donc c'est un mécanisme qui est en place en Suisse, elles doivent en fait mettre des mesures de réduction. Est-ce que c'est que les grosses entreprises qui payent une taxe CO2 ou est-ce que tout le monde paye cette taxe CO2? Alors tout consommateur en fait d'énergie fossile, de combustible en l'occurrence, donc notamment tous ceux qui ont une chaudière à gaz par exemple, vont payer une taxe CO2 au travers de la facture du gaz naturel. Par contre, il n'y a pas de taxe CO2 sur les carburants. Et puis donc ça peut être des petits consommateurs de fossiles, des tout grands, donc il n'y a pas de limite de taille, on va dire en termes de taxes. Il n'y a pas de taxe CO2 sur les carburants? Non. C'est étonnant ça. Oui. Bon, ok, pas de commentaire plus, mais... Et du coup, quand on initie si on initie une démarche, quelle fourchette de budget, à quel budget est-ce qu'il faut s'attendre pour faire une démarche? J'imagine que c'est variable, hein, oui. Mais on est dans quel... Est-ce que ça dépend de la taille, évidemment, aussi de l'entreprise, de qu'est-ce qu'on met en place? Alors ça dépend ce que vous voulez faire en termes d'ESG. Ça peut vraiment partir, on va dire, mettre en place une stratégie ESG qui sera peut-être un peu plus conséquente. Mais ça peut être aussi ne mettre en place qu'une petite partie de l'ensemble de l'ESG. Ça peut être aussi faire une certification spécifique. Donc ça dépend vraiment en fait de l'objectif de l'entreprise et où elle en est. Après, je dirais en termes de stratégie ESG, plus bilan GS et feuille de décarbonation, on part, je pense, pour une entreprise moyenne, minimum, ça part de 30 000 à plus pour les grands groupes où il y a beaucoup de données à traiter et autres. Ça prend en compte aussi un petit peu les charges internes, le temps qu'on va y passer, les ressources humaines nécessaires à l'interne de l'entreprise, ou c'est un budget global ou c'est plutôt l'aspect consultant, accompagnement? Ce serait plutôt l'aspect consultant et c'est vrai que l'aspect, c'est une excellente question parce que l'aspect de récolte des données, elle est très, très importante et c'est vrai que c'est souvent cette partie-là qui prend beaucoup de temps. Et c'est souvent important d'avoir une personne au sein de l'entreprise qui est un peu dédiée à ça pour récolter les données pertinentes. Ouais, donc il faut prendre en compte effectivement oui, ces données-là, libérer du temps pour cette tâche. On peut peut-être découler un peu aussi spécifiquement sur notre secteur d'activité, parce que là on a parlé de façon un peu générale des grandes entreprises pour un peu structurer un peu la conversation, mais effectivement, est-ce que dans notre secteur d'activité, il y a des choses spécifiques qu'on peut aborder? Il y a des labellisations aussi, on avait cette question-là en suspens, qu'on peut viser, etc. Enfin, quelles sont les possibilités? Alors vous êtes, on peut presque dire une toute petite entreprise, hein? On est deux, moi je suis en réseau indépendant, une SARL. Oui, ils sont en SARL, on est des équipes de 3-4 personnes, enfin 5. Ouais, si on cumule, on a une petite dizaine de personnes. Ouais. Du coup, en termes de labels, il y a, on va dire les labels qui sont connus, mais un peu pour toutes les entreprises, que ce soit éco-entreprise ou encore EcoVadis. Je pense éco-entreprise serait plus approprié. Mais pour la production en tant que telle, à ma connaissance, je ne connais pas vraiment de certification, sauf en France où il y a un label qui existe qui s'appelle EcoProd. Et puis là, donc il y a une sorte de mini bilan GES à faire et puis des questions à répondre. Et ça vous permet en fait de voir où vous en êtes en termes d'ESG et autres. Mais qui n'a pas encore été mis en place ici. Non. Mais qui pourrait. Rien n'empêche d'utiliser le label français. En tout cas, la méthodologie de calcul. Du coup, est-ce qu'il faut se faire labelliser? Est-ce qu'on peut mettre des choses en place sans se faire labelliser, puis au bout d'un moment se dire, avec ces choses mises en place, on peut faire un label. Est-ce qu'on peut mettre... est-ce que le label, c'est valoriser déjà des actions, ou est-ce qu'il faut être... ou est-ce que finalement, c'est ce qui est un petit peu déclencheur, c'est de viser un label qui fait qu'on va aussi se mettre un petit peu plus dans la tâche vis-à-vis de la durabilité, de l'implantation chez nous, quoi.
Je pense que ça dépend aussi pourquoi vous voulez mettre un label. Justement, si c'est un label ou une certification qui est souhaitée justement pour pouvoir, du point de vue marketing ou pour pouvoir peut-être répondre à des offres publiques. Voilà. Donc d'abord, je dirais cette première question. Et puis c'est vrai que c'est toujours quand même mieux de faire un label quand il y a déjà des choses qui sont un peu en place au sein de l'entreprise. Alors déjà, pour obtenir des points pour le label, mais ça suit une stratégie logique, ça veut dire que vous avez entrepris déjà des choses, et puis ensuite vous souhaitez en fait certifier un peu ces éléments que vous avez mis en place. Voilà. Oui, ça rejoint la question qu'on disait tout à l'heure par rapport aux obligations, s'il y a des choses qui le seront par le futur. Nous, on a la sensation effectivement que sur la... Alors on n'a pas des marchés publics de grande ampleur, mais on a quand même beaucoup de liens avec des institutions, que ce soit cantonales ou communales, et puis on a vraiment l'impression que d'être proactif dans ce domaine, ce sera clé aussi pour être pérenniser ces relations-là et les projets qu'on peut avoir avec eux à terme. Donc, oui. C'est aussi dans cette optique-là. Donc la notion de label, elle est peut-être accessoire, mais le fait de démontrer qu'on est actif dans la démarche, elle est pertinente. Elle est pertinente, je pense. Ouais. C'est vrai qu'on le voit aussi nous au sein pour les entreprises avec qui on travaille. Souvent, c'est aussi des besoins qui découlent en fait de leurs propres clients, qui sont soit justement des toutes grandes entreprises qui ont l'obligation finalement de mettre des choses en place, et du coup qui ont des demandes de leurs clients et qui commencent à se poser la question de comment est-ce que je peux démontrer que je suis déjà active dans l'ESG, dans la durabilité, et qui entreprennent une démarche dans ce sens-là pour répondre à un besoin du marché en fait. Mmh. On a parlé justement de ce label EcoProd. Voilà. Est-ce qu'il y a des démarches? Est-ce que pour chaque type d'activité, chaque secteur d'activité, il y a aussi justement des labels un peu spécifiques et des démarches spécifiques Oui, il y a effectivement des labels spécifiques à des domaines d'activité, notamment tout ce qui est alimentation et autres. Après, de manière générale, ça reste quand même toujours une démarche, on va dire, de durabilité ou d'ESG. Donc on va toujours parler de la partie environnement, social et économie ou gouvernance. Donc les thèmes sont toujours un peu les mêmes finalement. Donc voilà, après les démarches, je dirais que ce soit bilan GES, feuille de décarbonation, c'est un peu universel pour toute entreprise. Alors peut-être pour vous, vous êtes une toute petite entreprise, la partie énergie, surtout si vous êtes en location dans des bureaux, c'est peut-être moins importante. Par contre, vous avez aussi tous les matériaux qui sont achetés, les transports que vous allez faire pour aller tourner des productions et autres. Donc ça reste quand même intéressant, même à petite taille. Et aujourd'hui, si on sort de ce bureau, oui. Avec notre taille, le premier truc qu'on devrait faire vraiment, qu'on devrait regarder ou mesurer pour pouvoir changer quelque chose, pour toi, avec notre activité, notre taille, ce serait quoi d'après toi? Moi, je dirais de faire un bilan GS, ce serait une bonne démarche. Ouais. Parce que ça donne aussi en fait, un point de vue sur des flux qu'on n'a pas vraiment l'habitude de regarder. En fait. Typiquement, de quoi sont composées les caméras. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude, des questions qu'on ne se pose pas forcément, et ça donne en fait un point de vue un peu différent du fonctionnement de l'entreprise et des flux qui sont impactés ou qu'on impacte avec les activités d'une entreprise. Puis comme ça, on peut aussi se rendre compte sur quoi est-ce qu'on peut avoir un impact, une action pour changer cet impact. Parce que par exemple, sur les caméras, ça va être compliqué pour nous de changer l'impact sur la fabrication d'une caméra. Oui, après, rien n'empêche de demander à votre fournisseur est-ce que vous faites des caméras un peu plus éco-design, pour dire quelque chose. Ouais. Du coup, ça initie déjà aussi des questionnements chez votre fournisseur. Voilà, c'est des petits détails, mais voilà. Okay. Ouais, avec les problèmes d'uniformisation qu'on a sur les différents projets, avec les différentes boîtes avec qui on travaille, oui. On a beaucoup de choses qui s'imbriquent, qui ne sont pas évidentes à gérer, mais... Et comme toute entreprise. Hein. Ouais, alors je ne dis pas que c'est spécifique à nous, effectivement, mais c'est un cadre dans lequel on doit opérer, effectivement. Moi, je pose une question en off à Laurent aussi, qui décline. On parle beaucoup de l'aspect énergie, composants, fabrication des outils, des choses comme ça. L'aspect gouvernance, puis l'aspect social. Nous, typiquement, là où on n'est pas très bien lotis en termes de compétences et de gestion, c'est qu'à l'échelle où on est, en termes notamment de gestion des ressources humaines, on n'a pas beaucoup d'outils, c'est là où on est peut-être le moins formé des fois. Et puis on a un milieu dans lequel on a un turnover quand même relativement important avec des gens qui... déjà on a un rythme de travail qui est spécifique.
avec beaucoup de week-ends, des horaires très aléatoires, des choses comme ça à gérer. Puis je me demandais dans quelle mesure justement voilà, il y avait des choses à faire qui rentraient dans une logique de durabilité au niveau des ressources humaines, quoi. Quels sont Alors il y a aussi que l'aspect social, c'est quand même un élément important, même si en Suisse, je dirais qu'on est assez bien loti. Alors peut-être pour votre activité, c'est effectivement un peu particulier à cause du cadre de travail. Après, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être aussi des enquêtes auprès des collaborateurs, voir quels sont les points de satisfaction, d'insatisfaction, et puis de comment améliorer en fait peut-être le cadre de travail. Ça va être des règlements d'entreprise, ça va être différents éléments qui vont, enfin on va dire sur la partie sociale, qui peuvent être développés pour ce cadre spécifique. Ouais, nous on a vraiment, alors ce qu'on disait, si on est plus précis dans la question, c'est que on a entre guillemets des profils assez jeunes qui offrent la flexibilité généralement justement en début de carrière, et puis vers 35 ans, enfin voilà, quand les familles se créent ou qu'il y a voilà, il y a tout d'un coup effectivement comment est-ce qu'on peut effectivement être accompagné pour pérenniser des collaborateurs, même avec une disponibilité qui devient différente. Voilà, c'est un peu ces questions-là qu'on a sur le long terme à se poser, je pense, de ce point de vue. Alors, c'est vrai qu'en plus, on est, à mon sens, aussi dans un changement en termes de flexibilité par rapport aux collaborateurs, où il y a des besoins de plus en plus grandissants de pouvoir avoir justement plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Du coup, c'est aussi possible justement d'offrir peut-être cette flexibilité en engageant un peu plus de personnes. Du coup, c'est vrai que les coûts vont peut-être évoluer, mais voilà, essayer de trouver en fait le moyen de fidéliser les collaborateurs. Après, j'ai pas de réponse toute faite. Non, pas du tout, mais c'est de trouver un peu des pistes et savoir si justement, enfin, en se posant la question de la durabilité, c'est des choses qu'on peut aborder et qui sont pertinentes à se poser comme question, quoi. Oui. Alors je pense, typiquement, on parlait tout à l'heure de la matrice de double matérialité. Donc ces fameux sujets pertinents, en gros, ce point-là, ce serait comment fidéliser les collaborateurs du fait des horaires de travail qui sont spécifiques. Ce serait un point à traiter spécifique. Et là, du coup, il peut y avoir des workshops avec les collaborateurs pour essayer de trouver des solutions. C'est essayer de développer en fait ces points-là. Donc voilà. Tu vois que je t'ai fait poser ma question. C'est très bien. Merci Louisa. Merci Louisa. Merci à vous. Et on a abordé quelques thèmes qui seront sûrement aussi un petit peu développés dans les prochaines émissions de Leader en Transition. À bientôt. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.